tu as de la crypto et qu'il y a le feu chez toi, est-ce que tu peux encore accéder à ta crypto? Si un cambrioleur rentre chez toi, il a 4 heures devant lui, vraiment le temps de fouiller, est-ce qu'il peut avoir accès à tes cryptos? Si demain tu sors dans la rue et tu prends un bus, il t'arrive quelque chose, est-ce que tes proches peuvent récupérer ta crypto? La plaque de métal, c'est pas sûr que tu puisses y accéder tout de suite, même si elle ne sera pas cassée. En plus, tu as des tas de pompiers qui passent par là et qui peuvent la reconnaître et la récupérer. Ou alors tous les gravats peuvent être nettoyés et emmenés dans une décharge. Et donc du coup, ta plaque de métal, tu sais pas où elle est. Parce que souvent, quand il y a le feu quelque part, tu ne peux pas réaccéder à l'endroit, même si c'est chez toi. Et donc cette personne-là disait qu'il avait un backup. Le premier point, c'est pas Bybit qui se fait hacker, c'est la solution que Bybit utilise qui se fait pirater et qui est SafeWallet. Et comment ça se passe? C'est que tu as un développeur de SafeWallet qui lui a été victime d'ingénierie sociale ou de phishing. En gros, ce qui s'est passé, c'est que lui, il est développeur, il a accès à des répertoires pour pousser du code sur cette solution, pour résumer. Et donc lui, en gros, son poste de travail, je caricature un peu, a été compromis par un attaquant. Et ensuite, ça a permis d'aller injecter du code malicieux depuis ses accès à lui, de son poste, dans le wallet SafeWallet, dans la solution globale SafeWallet. Donc tu vois, d'abord, il y a un premier angle d'attaque, c'est j'attaque un développeur, et via cette attaque, je vais injecter du code malicieux dans la solution sur laquelle il travaille. Si tu veux passer en multisignature et que tu as et du Bitcoin et de l'Ethereum, aujourd'hui, tu as besoin de deux solutions. Une solution pour Bitcoin, une solution pour Ethereum. Tu pourrais avoir une solution qui fait les deux, mais ça veut dire qu'il faudrait que tu bouges tes bitcoins vers du wrapped bitcoin. Bonjour Rémi, comment ça va? Bonjour Elodie, ça va très bien. Et toi? Ouais, ça va super. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. Il y a une tradition dans l'émission, c'est que l'invité doit nous raconter son histoire, comment il est rentré en contact avec l'objet curieux qu'est Bitcoin. Donc, vas-y. Ça s'est passé en 2017. J'en ai entendu parler en 2013, 2014, mais j'ai pas prêté vraiment trop attention. Et en 2017, j'étais en transition de carrière. Je travaillais pour des banques. J'étais consultant et je cherchais des choses qui soient un petit peu innovantes en termes de technologie. J'ai entendu parler de blockchain dans un couloir et puis ça m'a intéressé. J'étais à Paris, je suis allé dans pas mal de meet-up, voir des hackathons pour aussi voir ce qui se passait autour de ça. Donc j'ai découvert des projets crypto. Ensuite, j'en ai un peu acheté pour comprendre ce que c'était. J'ai découvert le white paper de Bitcoin, où j'ai pris une première claque, petite claque. La grosse claque, elle est arrivée plus tard. Donc voilà, ça s'est produit dans un moment où je me renseignais sur des nouvelles techno, je cherchais des choses aussi un peu plus sexy pour ma future activité ou mon futur professionnel. Et je suis tombé dans cette année 2017 sur découverte d'une techno, découverte de Bitcoin qui est un des usages magistral de cette techno. Bullrun aussi, qui a commencé à partir du septembre 2017. Et à partir de ce moment-là, je savais que j'avais envie de travailler dans un domaine d'activité qui soit très proche de la crypto ou de Bitcoin. Et voilà à peu près comment je suis arrivé là. Donc, tu viens du monde des banques, c'était quoi le point qui t'a foutu la claque dans le white paper de Bitcoin? Ben, une claque un peu personnelle parce que dans mon parcours académique, je dirais, il y a quelques années d'économie et de finance et ensuite de statistiques. Et je me suis rendu compte que la culture en fait économique que j'avais, elle était pas aussi importante que ce que je pensais. Et que je comprenais comment le système monétaire fonctionnait, mais pas à quel point il nous impactait. Donc lire le Bitcoin, bon, tu comprends que c'est une technologie d'échange de pair à pair, complètement décentralisée, sécurisée. Donc la première claque, c'est waouh, c'est génial parce que tu comprends qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire et que ça peut tourner tout seul quelque part. Et la deuxième claque, c'est plus la portée économique, c'est remettre ça dans le contexte de pourquoi Bitcoin a été inventé. Euh,
Et tu fais un petit peu un cours d'économie accéléré si tu comprends que ça a été fait pour protéger de la valeur contre notre système monétaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui, contre les politiques de banque centrale telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Et c'est en ça que la deuxième claque, elle est arrivée. C'est vrai que quand on rentre dans le Bitcoin, moi qui viens d'un parcours totalement tech, pas du tout de culture économique, d'un coup on apprend plein de choses et ça peut faire mal à la tête. Ça peut faire mal à la tête et surtout, moi je discute avec des... Tu vois, quand je travaillais dans la banque, on me disait sur quoi il faut placer l'argent. Alors, moi, je savais pas. C'est les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et puis quand les gens autour de moi ont su que je travaillais dans l'univers, on va dire crypto au sens large, ils me disaient qu'est-ce que je dois acheter et puis parfois ils me disaient non mais dis-moi ce que je dois acheter. Je dis, j'en sais rien. Donc j'essayais de parler de Bitcoin sans faire de conseils financiers et de les intéresser à la problématique plutôt que la solution, si on dit que Bitcoin est une solution à certains problèmes. Et donc, je leur disais, ben, lisez un petit peu sur pourquoi Bitcoin existe, et puis lisez sur la création monétaire, la dérive, ce que ça fait sur nos portefeuilles. Et ça devient un super outil en fait d'éducation, à un peu mieux comprendre comment les choses fonctionnent. Ouais. Et à la fin, si tu achètes pas forcément du Bitcoin, je pense que ça t'amène forcément à un moment à te dire bon ben mais sur quoi j'investis pour protéger de la valeur dans le temps et si c'est pas Bitcoin c'est quoi parce que Bitcoin c'est trop technique, ça me paraît trop risqué, c'est trop volatile, blablabla et donc du coup ça peut t'intéresser à l'or, à l'immobilier, à être un peu méfiant, pas forcément défiant mais déjà au moins un peu méfiant par rapport à notre système et à dire bon ben je peux pas dépendre que de ça, il faut que je trouve des solutions, des ressources. C'est vrai, il y a un précédent invité qui disait que Bitcoin, à minima, c'est un outil d'éducation citoyen. Même si on n'investit pas dedans, au moins, ça nous apprend que, bah, il faut protéger son patrimoine de l'inflation. Bah oui, oui, parce que si tu lis le white paper, tu peux vite refermer après avoir lu la première page, c'est trop abrupt, tu vois. Mais si tu comprends un peu pourquoi ça a été créé, dans quel contexte, je trouve que c'est un bel éclairage euh, sur comment fonctionne le monde monétaire et financier. C'est clair. Et du coup, t'es passé chez Ledger, qui est quand même en fait une entreprise emblématique dans ce secteur. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu arrives chez eux et bah du coup pourquoi tu en sors et bah pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui? Je te disais tout à l'heure que j'étais en transition professionnelle, donc j'étais en train de me dire déjà, est-ce que je reste dans le conseil? Et si je reste dans le conseil, est-ce que je monte une boîte? Et sur quel sujet? Quels sont les sujets que j'adresse? Et en même temps, j'étais aussi dans un contexte où j'avais peur de rester bloqué dans la banque, dans le costume, cravate, même si je mettais plus de cravate déjà, dans le côté un peu franco-français, et dans le côté très, comment dire, corporate, je sais pas comment le dire, mais pour faire un résumé pas forcément très poli, je me faisais chier et j'avais peur de rester coincé dans cet univers-là, pour mes raisons, hein, parce que les gens qui y sont encore, bah, ils sont heureux, tant mieux. Ouais. Et quand j'ai découvert bah, d'abord la techno les blockchains, ensuite le cas d'usage Bitcoin, puis ensuite j'ai vu le bull run, mais aussi drivé par des tas de projets. Je me suis dit, il y a un truc qui se passe, j'ai envie de bosser dans ça. Je me souviens, j'avais fait une liste, tu vois, de 6, 7, 8 entreprises où je m'étais dit, bah, d'ici 6 mois, il faut que je bosse pour l'une de ces entreprises. Et la première, c'était Ledger. Parce que Ledger, forcément, apparaissait un peu de partout. Je sais plus si c'était sur Google via la pub, mais t'achetais de la crypto ou tu parlais de crypto. Enfin, Ledger revenait souvent. Et quand C'est j'ai vu clair. la boîte et le produit, je me suis dit, c'est super, c'est super parce que tu vois, vite j'ai compris que bah, c'était cool d'avoir du Bitcoin pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. C'était hyper important de les sécuriser parce que c'était un peu le Far West. Ouais. Donc, bah, j'ai publié deux, trois choses sur LinkedIn. J'ai essayé, si tu veux, de parler à des gens, de me mettre un petit peu dans les rouages, soit de l'algorithme LinkedIn, soit, tu vois, du bouche à oreille et puis du réseau. Et Ledger cherchait
un senior project manager. Ouais, je travaillais pour des banques, mais donc j'avais des spécialités sur certains métiers de la banque, mais ma grosse skill, c'était de gérer des projets transverses, complexes, longs, de les structurer, de les cadrer, etc. Et ils cherchaient une personne pour les accompagner dans leur croissance, parce qu'ils venaient de faire une série B assez conséquente à l'époque, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et que je les ai rejoints début 2018. Donc c'est allé assez vite. Euh, J'étais ravi parce que c'était la première société dans ma liste. Et en plus, ça cochait les cases dont on parlait, tu vois. C'était innovant. Même si j'étais salarié, c'était un environnement euh, entrepreneurial. Quand je suis arrivé, c'est un peu le cliché de la start-up, mais il n'y avait pas de baby-foot, mais les gens, ils achetaient leur PC à la Fnac, tu vois. Ouais. Ça brillait dans tous les sens. C'était international, c'était déjà international à l'époque. Et pour le coup, je mettais plus de costume non plus. Donc c'est Vite comme ça que atteint. je suis arrivé chez Desjardins. Ah, mais trop bien. En tout cas, j'imagine que ça a dû être une belle expérience, Ledger. Ouais, 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 je suis resté 6 ans. Ça a été une expérience professionnelle et de vie superbe, superbe, intense. Non, non, je me suis régalé. Super. Bah, c'est ça l'essentiel, hein, de pouvoir trouver un point où on va dire, on s'épanouit dans ce qu'on fait. En plus, le contexte devait être vachement stimulant avec bah, le côté scale-up aussi, parce que start-up, je pense qu'on peut plus qualifier Ledger de start-up, mais vraiment le côté on grossit. Donc, accompagner cette croissance, ça a dû être bien, bien challengeant aussi, hein, pour toi. Ouais, et puis moi, j'ai changé de métier entre-temps, mais tu as raison. Quand je suis arrivé, la boîte, il y avait 80 personnes, 90. Quand je suis parti, on avait 650 en quelques années. Et puis moi, je suis arrivé comme project manager, on va dire. Et un an après, je gérais les produits. Donc, ce qui est un autre métier, ce qui est un autre challenge dans le challenge. Pendant 5 ans ensuite, j'ai géré les portefeuilles, les produits, les portefeuilles matériels, quoi, les clés. Les clés. C'était assez. Ouais, il y a eu des challenges dans les challenges, quoi. Non, non, super intéressant. C'était quoi le plus gros challenge auquel tu as dû faire face? Je dirais il y en a, il y en a deux. Le premier, c'est la transition, passer de project manager à product manager et être en charge d'équipe, en charge de produits. C'est pas pareil de cadrer, de coordonner, de structurer un plan et de définir une stratégie, une vision, ou co-définir une stratégie, une vision pour les prochaines années, et ensuite exécuter cette vision avec une stratégie claire. Ça a été hyper, hyper, hyper challengeant. Et le deuxième, je dirais, c'est que quand tu lances des produits hardware wallet, enfin, c'est les lancer à temps, quoi, les lancer au bon moment par rapport au timing du marché, maîtriser les coûts, parce que tu dépenses énormément pour produire un hardware wallet. Ouais, Il y a un vrai, il y a un vrai enjeu, quoi. Il y avait un vrai enjeu de timing, de coût, et t'as pas le droit à l'erreur, donc c'est extrêmement, pas stressant, mais tu sais, comparé à une solution software, un SaaS, ouais, je dis pas que c'est facile, c'est parce que enfin, lancer un produit, développer, lancer et maintenir un produit, c'est hyper compliqué de toute façon. Mais tu peux pas faire de test and learn sur du hardware. ouais, Tu, c'est vrai. donc tu fais enfin, tu le conçois et puis ensuite et c'est compliqué parce qu'il y a de la mécanique, de l'électronique, du software embarqué. Et puis ça coûte très vite pas mal de temps et d'investissement financier pour avoir tes prototypes. Et quand tu lances ton produit, tu peux pas revenir en arrière et tu peux pas faire d'A/B test, tu peux pas C'est dire ça. t'as engagé. Donc c'est assez, t'as pas le droit à l'erreur et tu dois lancer dans les temps et ça prend minimum, tu vois, 12 à 16 mois pour des produits simples et ça peut prendre jusqu'à 24 mois pour des produits beaucoup plus compliqués. Donc finalement, le plus gros challenge, ça a été de faire mon job, quoi.
Et en plus, la communauté Web3, blockchain, bah, les choses vont non seulement vite, et c'est une communauté qui est très exigeante aussi, notamment sur cette partie sécurité. Donc, j'imagine, c'est pas très facile de trouver un produit et de le mettre à temps sur le marché et qui satisfasse tout le monde aussi. Ouais, tu vois, tu me fais penser à un troisième challenge, c'est qu'il y a eu on a eu des problèmes hein, chez Ledger. Il y a eu un leak de données, ça c'était extrêmement dur à gérer pour une entreprise de sécurité. Tu vois, d'avoir une faille un peu de cybersécurité, d'infra, et, euh, et là gérer à l'époque, je gérais un peu aussi le support client, et quand t'as, je sais pas moi, 20-30 000 tickets à gérer. Alors je le faisais pas, je le gérais pas directement, mais j'accompagnais le support. Bah là, ça c'est compliqué. Puis t'as l'image, et puis après les gens qui te posent des questions, qui t'insultent. Ouais, c'est ça. Parce que ça part vite aussi, hein, c'est les insultes. Et puis tu fais jamais un produit bien pour tout le monde. Tu vois, si t'as des clients bitcoiners très maximalistes, par exemple, t'es déjà pas bon parce que t'es pas 100% open source. Euh, Tu vois, et puis tu supportes d'autres choses que Le Bitcoin, donc Bitcoin. c'est très, très vocal. Enfin, si t'as jamais, puis d'autres qui veulent telle fonctionnalité, puis d'autres qui disent qu'il y a trop de friction, puis d'autres qui disent les 24 mots c'est trop compliqué. Enfin, bref, non, Ouais, j'ai passé c'est 6 années compliqué. formidables. Et du coup, après tout ça, bah, tu décides d'aller sur une autre activité. Est-ce que tu peux nous en dire plus de ce que tu fais aujourd'hui et la proposition de valeur que tu proposes à tes clients? Hmm, complètement. Aujourd'hui, j'accompagne des investisseurs et des dirigeants qui ont un certain patrimoine en crypto important. Alors important, c'est pas un chiffre, important c'est relatif. Donc c'est important dans leur patrimoine à correctement sécuriser leur patrimoine crypto aujourd'hui et dans le temps. Je vais euh, casser, si tu veux, un peu cette frontière entre des outils qui sont de la technologie et qui peuvent être complexes à utiliser, mais qui ne sont que des outils, et derrière une vraie stratégie de sécurité qui va utiliser ces outils, mais aussi d'autres bonnes pratiques. Parce qu'en général, quand tu as de la crypto, tu peux en gros te faire attaquer ton portefeuille de plein de façons possibles, mais toi-même aussi, tu peux avoir en fait tes propres risques opérationnels, tes propres erreurs, et puis tu peux commencer à te dire waouh, je suis pas sûr de complètement maîtriser l'ensemble de mon dispositif, que j'ai de la crypto sur un hardware wallet par exemple, ou sur une plateforme, ou sur les deux. De toute façon, il y aura toujours ce qu'on appelle des angles morts. Ouais. Et donc, ma nouvelle activité, entre autres, hein, vise à faire un audit de ta situation, des outils que tu utilises, des craintes que tu peux avoir, identifier les angles morts, qui sont des failles dans ton approche de la conservation et de la sécurité de tes cryptos, évaluer si ces failles, elles sont critiques ou pas par rapport à ta situation, et mettre en place des solutions concrètes qui vont aller gommer, résorber en fait ces failles. Pour dire différemment aussi, tu peux te poser 2 ou 3 questions, et si tu n'es pas à l'aise avec la réponse, tu as besoin alors je vais pas dire d'un accompagnement, parce que je vais pas Ouais. faire la vente de ce que je fais, mais il faut que tu raisonnes différemment. En gros, si tu as de la crypto et qu'il y a le feu chez toi, est-ce que tu peux encore accéder à ta crypto? Si un cambrioleur rentre chez toi et il a 4 heures devant lui, vraiment hein, le temps de fouiller, Mm. est-ce qu'il peut avoir accès à tes cryptos? Si demain tu sors dans la rue et tu prends un bus, il t'arrive quelque chose, est-ce que tes proches peuvent récupérer ta crypto? Et une autre question, c'est est-ce que tu es consciente de toute façon des risques auxquels tu es exposé quand tu as de la crypto, en fonction de tes usages, en fonction de tes habitudes, en fonction de comment tu investis en crypto? Est-ce que tu es conscient de ton environnement et de ce qui peut être une faille? Si à chacune de ces questions, eh ben, ta réponse est
je suis pas, enfin chacune a une de ces questions, je suis pas 100% à l'aise. Ça veut dire que tu as une approche de la sécurité qui potentiellement est bancale et qui peut se retourner en fait contre toi. Donc voilà ce que je fais concrètement. Je te sors d'une situation dans laquelle tu peux être seul parce que tu gères toi-même tes cryptos et ta sécurité. Je te permets de retrouver une certaine sérénité, c'est-à-dire dormir tranquille en sachant que tu vas pas perdre bêtement tes cryptos et qu'en plus ta famille, et c'est pas forcément ta femme ou ton mari, t'es pas obligé d'être marié, t'es pas obligé d'être en couple, t'es pas obligé d'avoir des enfants, mais des proches de toute façon puissent Ouais. récupérer un patrimoine que t'as bossé pour avoir. Sauf si tu es devenu millionnaire parce que tu as joué sur le bon cheval, investir en crypto, ça prend de l'argent, ça prend des risques, ça prend des. C'est du patrimoine, c'est pas une monnaie de singe. C'est ça. En tout cas, les questions en fait que tu as posées, je pense que déjà beaucoup de personnes qui investissent en crypto ne se les posent pas. D'ailleurs, ça me fait penser que je sais pas si tu avais suivi quand il y avait eu les incendies à Los Angeles, beaucoup de gens qui avaient perdu leur seed comme ça justement. Je pense parce qu'ils s'étaient pas forcément posé la question. On se dit bah si la seed elle est stockée à la maison, ça va quoi. C'est un super exemple, tu vois, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un tweet super intéressant que j'utilise dans mes accompagnements pour sensibiliser. Parce que tu peux dire j'ai une site phrase et puis ok je la mets sur une plaque de métal et donc du coup ça résiste contre la corrosion, le feu, tout ce que tu veux. Euh, Sauf que quand il y a un incendie chez toi ou dans un immeuble, s'il s'effondre pas, ta plaque de métal, c'est pas sûr que tu puisses y accéder tout de suite, même si elle ne sera pas cassée. En plus, tu as des tas de pompiers qui passent par là et qui peuvent la reconnaître et la récupérer. Ou alors tous les gravats ils peuvent être nettoyés et emmenés dans une décharge. Et donc du coup, ta plaque de métal, tu sais pas où elle est. Parce que Ouais. souvent, quand il y a le feu quelque part, tu ne peux pas réaccéder à l'endroit, même si c'est chez Mm. toi. Et donc cette personne-là disait qu'il avait un backup et qu'il avait également sa clé privée sur une plaque de métal ou peu importe, mais dans un coffre bancaire. Parce que c'est toujours bien d'avoir de la redondance de toute façon. Et un Ouais. coffre bancaire, ça reste quand même encore un outil relativement sûr. Sauf que le coffre bancaire, il était dans une banque qui était dans le même pâté de maison, qui elle aussi a brûlé. Ouais. Et donc, Pas de chance. qui était inaccessible, et dont tu sais pas comment ils vont gérer, si tu veux, Mm. des coffres, est-ce qu'ils vont les ouvrir pour, enfin, tu vois. Donc, lui, il a perdu tous ses accès temporairement, mais du jour au lendemain. Je dis bien Voilà. temporairement. Tu vois que c'est un scénario extrême, mais en fonction du patrimoine que tu as, c'est un scénario qu'il faut quand même envisager. Donc, cette question fait partie de comment je récupère et dans quelles circonstances extrêmes mes cryptos si elles se produisent. Et du coup, sans forcément, bah, on va dire, vendre ta secret sauce ou nous livrer tout ce que tu proposes, comment quelqu'un se sécurise de façon simple? La question, elle est un peu large parce que ça dépend de comment tu conserves tes cryptos. Est-ce que tu les conserves toi-même avec un wallet MetaMask et une clé Ledger par exemple, ou Trésor, peu importe, ou est-ce que tu les conserves sur un échange ou un peu des deux? La sécurité, ça commence par la connaissance, par l'éducation. Si tu ne sais pas à quel risque tu es exposé, tu peux pas prendre du recul et mettre en place une protection vis-à-vis de ce risque. Donc c'est se documenter sur les risques. Avant, c'est-à-dire je peux investir sur un faux projet, je peux me faire arnaquer. Pendant, comment je gère mes accès à mes plateformes d'échange, par exemple. Un email, un mot de passe, c'est le b.a.-ba. Mais il faudrait que ce soit un email bon, non nominatif si possible, parce qu'il y a des leaks de données, donc tu peux être ensuite fiché. Ah ouais, ça, on pense pas souvent à ça. Non, parce que, et les leaks de données, Mm. c'est un risque, parce que ça veut dire que Elodie Lue à gmail.com, leak de données de Coinbase, ça veut dire que tu as de la crypto. Tu vois, si c'est, je sais pas moi, Elo 325 XB, tu vois, c'est déjà plus. Mais tes mots de passe aussi, les mots de passe robustes, pas réutilisés sur d'autres sites. Ouais. Une bonne gestion du tout est fait. Tu vois, avec des Google Authenticator, des choses comme ça, et tu peux aller même plus loin, des YubiKey en fait, en fonction
des risques auxquels tu es exposé, et puis de ton niveau aussi d'inquiétude, ou jusqu'où tu veux aller dans tes mécanismes de protection. Donc il y a pas de... Le B à bas, c'est la connaissance. Ensuite, une bonne hygiène numérique, c'est-à-dire préserver, protéger tes accès, que ce soit ton échange, que ce soit ta site phrase, que ce soit ton wallet, que ce soit même chez toi. Euh, et puis après, bah, si tu es en self-custody, si tu es en portefeuille auto-hébergé, le BABA, c'est de jamais stocker ta clé privée, en fait, ton backup, plutôt ta phrase de récupération sur un environnement connecté. Et j'entends par là ordinateur, Ouais. euh, mobile, cloud, photo, gestionnaire de mots de passe. Tu vois, si tu te fais voler cet élément, en 15 secondes, on peut vider Ah, c'est fini. Donc connaissance, hygiène numérique, connaissance de bonnes pratiques quand on a de la crypto. Tu n'es pas obligé de m'appeler, il y en a sur Internet, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Et puis penser aussi un peu au pire, c'est-à-dire à ton backup. Si je peux pas rentrer chez moi, est-ce que je peux accéder à ma crypto? J'ai un fils, une fille, des enfants, un frère, une sœur, une femme, un mari. Euh, Comment je fais pour qu'ils puissent la récupérer? Si tu couvres un petit peu ces angles-là et que tu fais des recherches sur comment tu peux te protéger vis-à-vis de ces différents points, tu as déjà quand même une bonne base pour, euh, pour, euh, pour te sécuriser, je dirais. Effectivement, c'est déjà se dire qu'il y a des risques parce que souvent beaucoup de personnes achètent juste de la crypto comme ça et puis l'oublient dans un coin. Et même souvent les questions de transmission aussi, je trouve qu'il y a plein de gens qui n'y pensent pas parce que la crypto c'est pas comme un compte bancaire où le banquier voilà, il suffit de donner de nom avec quelques recherches. Si c'est perdu et qu'il y a personne à la site phrase, c'est fini. Ouais. Alors c'est plus facile si tes fonds ils sont sur une plateforme d'échange, tu Oui, vois. Mais effectivement, même bon, ça se fait pas comme ça. c'est Et ça. si tu es en portefeuille auto-hébergé, que tu sois sur un wallet MetaMask, Phantom, Ruby, ou si tu as des hardware wallets comme Ledger, Trezor, etc., bah là, tu es responsable de la conservation et de la sécurité. Et je reboucle sur les accompagnements, tu vois, que je fais, ou sur les clients que j'ai. Tu en as beaucoup, ils ont déjà ces dispositifs de sécurité, mais ça devient trop lourd parce que, tu sais, si tu as un coffre-fort, par exemple, à la maison, et que tu as, je sais pas moi, 500 euros ou 1000 euros dedans, et puis une montre de valeur, c'est une chose. Bon, et puis en plus, le coffre-fort, bah, si tu as perdu la clé, tu peux arriver avec une meuleuse, et si dedans tu as des centaines de milliers, tu vois, d'euros, sachant que c'est une analogie, hein, ce coffre-fort, il est sur une blockchain, sur Internet, et puis c'est ta clé en fait qui guide tout. Si tu perds cette clé, t'as tout perdu. Tu réfléchis pas différemment à ton approche de la sécurité, et tu as un niveau de responsabilité qui devient soudainement suffisamment important pour t'inquiéter et puis te dire ok, faut que je pense au pire, y compris à protéger ma famille. La crypto, c'est pas, je sais pas comment, c'est du patrimoine quoi. Bien sûr, On appelle ça crypto, on appelle ça Bitcoin, Ethereum, ce que tu veux, mais c'est de l'argent au final quoi. Donc, c'est ça. faut avoir C'est une des approche actifs. responsable. Mm. C'est comme si tu n'allais pas laisser, bah, comme tu disais, une somme importante d'argent comme ça sur ton bureau chez toi, à la vue du premier venu, quoi. Et puis tu veux être sûr que tes proches puissent la récupérer, sinon elle est perdue quoi. Si t'as pas prévu de backup, de solution pour que tes proches la récupèrent, bah ils la récupéreront pas. Et Ouais, donc c'est perdu. Donc t'auras beau avoir mis en place tous les dispositifs pour pas te faire pirater, celui-là aura pas permis de protéger ta crypto si tu le mets pas en place. Donc tu vois, et puis si tu as, je sais pas moi, 20, 25, 30 ans, t'as pas forcément de ces réflexes de penser, tu vois, au futur, de penser à la c'est mort, de vrai. penser à tes proches. Mm. Et ça veut pas dire qu'il faut attendre d'avoir, je sais pas moi, 45 ans et 1 million en crypto, c'est pas le sujet. Et plus tôt on se renseigne là-dessus, plus tôt on peut mettre en place des choses qui sont pas forcément compliquées, mais qui demandent un peu de temps et un peu de maîtrise pour que tes proches puissent les récupérer. Super. Et bah, on va quand même te faire un tout petit peu de pub. Est-ce que tu peux indiquer comment se passe en fait ton accompagnement? Si quelqu'un vient te voir aujourd'hui, par exemple, je viens te voir en panique, je te dis bah voilà, j'ai des cryptos, je sais pas quoi faire. Par quoi tu commences?
est-ce que à la fin, ça veut dire qu'il faut qu'on se revoie de temps en temps pour réévaluer la sécurité, ou tu mets en place des choses et tu me dis, bah voilà, applique tel plan d'action par rapport à ta situation. Comment ça se passe en détail? Le premier point, c'est pas Bybit qui se fait hacker, c'est la solution que Bybit utilise qui se fait pirater et qui est SafeWallet. Et comment ça se passe? C'est que tu as un développeur de SafeWallet qui lui a été victime d'ingénierie sociale ou de phishing. En gros, ce D'accord. qui s'est passé, c'est que bah, lui, il est développeur, il a accès à des répertoires Mm. pour bah, pousser du code sur cette solution, pour résumer. Et donc lui, en gros, son poste de travail, je caricature un peu, a été compromis par un attaquant. Et ensuite, ça a permis d'aller injecter du code malicieux depuis ses accès à lui, de son poste, dans le wallet SafeWallet, dans la solution globale SafeWallet. Donc tu vois, d'abord il y a un premier angle d'attaque, c'est Mm. j'attaque un développeur et via cette attaque, je vais injecter du code malicieux dans la solution sur laquelle il travaille. Le premier point, c'est pas Bybit qui se fait hacker, c'est la solution que Bybit utilise qui Mm. se fait pirater et qui est SafeWallet. Et comment ça se passe? C'est que tu as un développeur de SafeWallet qui lui a été victime d'ingénierie sociale ou de phishing. En gros, ce qui D'accord. s'est passé, c'est que bah, lui, il est développeur, il a accès à des répertoires Mm. pour bah, pousser du code sur cette solution, pour résumer. Et donc lui, en gros, son poste de travail, je caricature un peu, a été compromis par un attaquant. Et ensuite, ça a permis d'aller injecter du code malicieux depuis ses accès à lui, de son poste, dans le wallet SafeWallet, dans la solution globale SafeWallet. Donc tu vois, d'abord il y a un premier angle d'attaque, c'est Mm. j'attaque un développeur et via cette attaque, je vais injecter du code malicieux dans la solution sur laquelle il travaille. Et Du, Et du coup, excuse-moi de te couper, c'est que ça veut dire à ce moment-là, toutes les personnes qui utilisent ces wallets, enfin tous les exchanges, ils sont aussi compromis, du coup. alors, oui, sauf que là, en fait, cette attaque, ce code malicieux, il ciblait spécifiquement, Spécifiquement. c'est que c'était très très spécifique, Ouais, c'était très spécifique. voilà, Bybit. D'accord. Donc D'accord, ok. l'attaque, elle a été orchestrée pour toucher une solution qui est utilisée par des milliers en fait d'utilisateurs, mais en ciblant un seul de ces utilisateurs qui est Bybit. Et en gros, ce code, ce qu'il fait, c'est qu'il altère l'affichage sur la solution, l'affichage rendu en fait aux personnes qui vont signer la transaction, donc aux utilisateurs du wallet, en modifiant cette transaction. Donc, grosso modo, ceux qui ont utilisé ce wallet-là voyaient quelque chose à leur écran, mais derrière, le payload ou ce qui se passait réellement en background, en fait, était trafiqué pour que ça appelle d'autres contrats et que ça envoie les flux vers un contrat, on va dire un attaquant qui pouvait prendre le contrôle des fonds et qui a pu transférer les wallets. Donc tu as un bout de l'attaque qui cible la solution Safe Wallet, et ensuite tu as autre chose qui est plutôt côté humain, c'est que les utilisateurs de Bybit, bah, en gros, ont pas, selon moi, réalisé les contrôles suffisamment avancés pour vérifier justement que en background, cette transaction-là était bien celle qu'ils voyaient à l'écran, compte tenu des enjeux, puisqu'on parle d'1,5 milliard. Alors, la transaction, c'est pas j'ai signé une transaction de 1,5 milliard qui est partie vers un wallet. Ça se passe comme je vois une transaction classique dans mes opérations internes d'échange, je la contrôle pas suffisamment, et donc du coup, je vais signer une autorisation pour un attaquant de venir plus tard, puisque je lui ai donné cette Ah. autorisation sans le savoir, de voler les fonds. Donc ça s'est fait en plusieurs temps. C'est comme si, sans le savoir, en gros, j'avais donné des droits à un attaquant de venir faire ce qu'il veut avec mon wallet. J'ai fait une sorte de transfert de propriété vers un attaquant. Et donc tu vois, vas-y, vas-y. Non, en fait, c'est que en même temps, je me dis, est-ce qu'ils avaient moyen, parce que, enfin, moi, je prends un cas d'un utilisateur particulier. Par exemple, quand on utilise un Rabi Wallet,
il nous dit exactement en fait ce qui se passe au niveau de la transaction. Donc, on a quand même un détail qui nous dit, bah voici ce qui va vraiment se passer lorsque tu vas cliquer sur la signature de cette transaction. Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de mécanisme ou c'est qu'ils n'ont pas vraiment vérifié en fait tous ces détails qui étaient à Alors, contact? il y a, mais c'est pour un wallet, décoder, si tu veux, tout le payload, toute la transaction opérée sur un smart contract, tu vois, c'est des tonnes de lignes, il faut qu'il aille il faut qu'il aille contrôler certains champs de la transaction spécifiquement pour te les afficher et si possible mettre une alerte dessus. Donc, dans le cas de Bybit, il y avait une modification dans le smart contract, là c'est un peu technique, mais en gros c'est delegate call, c'est 0 ou 1. Si c'est 0 c'est bien, si c'est 1 c'est pas bien. Parce que si tu actives le delegate call, ça veut dire, alors 1 ou 0 je sais plus, mais lequel est le moins bon, mais ce delegate call c'est, tu vois, un peu de façon implicite, tu délégates, tu peux autoriser tu délégates finalement une autorisation à un autre contrat. Et ça, dans l'interface de Safe Wallet, t'as pas quelque chose, tu vois, Qui te dit attention. attention, le delete call a changé. Peut-être que ça a changé maintenant. C'est sûr que sur Safe Wallet, tu peux simuler des transactions. Est-ce que c'était en place à ce moment-là? Je sais pas exactement. Mais sur MetaMask ou sur Rabi, tu as aussi des choses qui te permettent de vérifier ta transaction, mais pas tous les termes de la transaction. Ouais, En général, on répare quand quelque chose a été exploité. c'est vrai. Donc peut-être maintenant c'est beaucoup moins possible. Mais tu peux aussi avoir en fait des choses très très vicieuses, c'est-à-dire que même ton Rabi, euh, tu sais, c'est une extension sur ton explorateur Chrome ou autre, et tu peux très bien aussi avoir un malware qui va injecter en fait du code malicieux dans ton environnement et te montrer quelque chose que tu penses être X et qui en fait est Y. Donc tu peux pas avoir 100% systématiquement 100% confiance dans ce que tu vois. Et donc, il faut soit rentrer en mode contrôle avancé, c'est-à-dire comprendre comment ça fonctionne, avoir la capacité de prendre la transaction et puis d'aller toi-même la jouer dans un environnement un petit peu cloisonné, la simuler pour voir ce qui se passe. Là, je parle d'une plateforme d'échange qui gère des milliards et qui utilise un safe wallet. Hein, donc, Ouais. mais à l'échelle individuelle, tu peux aller c'est possible d'aller jusque dans ces contrôles extrêmement avancés, ou après utiliser d'autres solutions qui te protègent encore plus que simplement ce que tu vois à l'écran d'un wallet MetaMask ou d'un wallet Rabi. Parce que là, je réfléchis, bah moi, par exemple, à ma typologie de clients qui sont des entreprises. Parce que je me dis, une entreprise qui se dit, bon, maintenant, je vais faire des transferts en crypto pour payer des fournisseurs, etc., peut aussi être soumis à ce genre de risque parce qu'ils vont manipuler leur wallet et puis un attaquant peut les faire signer n'importe quoi. Typiquement, ils peuvent aussi être amenés à mettre ce type de protection en place, donc bien vérifier les transactions. Ouais, déjà visuellement, c'est sûr. En fait, enfin, de toute façon, il n'y a pas 46 solutions. Si tu utilises un wallet, un software wallet, un hot wallet, même de façon auto-hébergée, c'est toi qui assures la conservation de tes fonds et puis tu contrôles la clé privée et puis la phrase de récupération de 12 ou de 24 mots. Aujourd'hui, ça me paraît euh, très risqué de ne pas utiliser de hardware wallet. Parce que le hardware wallet a de ça, malgré parfois la complexité technique apparente. Et je parle vraiment si tu utilises des portefeuilles comme ça. C'est pas si tu utilises une plateforme comme Binance, CoinHouse ou Coinbase, où là je parle vraiment de si, quand tu es en portefeuille auto-hébergé, ta clé privée, elle est hors d'atteinte de virus, parce qu'elle est dans un environnement confiné qui est développé pour ça. Un hardware wallet, un portefeuille matériel ou un portefeuille physique, il y a plein de noms. Et, Ouais. et puis il y a plein de marques, Ledger, Trésor, etc. Donc ta clé privée, elle est hors ligne, hors d'atteinte d'un malware. Et en plus, tu as un écran qui te permet d'opposer une vérification contradictoire à ce que tu vois sur ton écran de PC qui, lui, Tout à peut fait. être compromis. Et ça, c'est une solution simple à mettre en place, qui demande un petit peu de monter en compétence dessus, et qui te protège déjà de pas mal de risques. Bybit utilisait des hardware wallets, mais Bybit était expressément ciblé
et n'a pas fait les contrôles suffisamment avancés, même avec un hardware wallet, pour éviter ce qui s'est produit. Tu vois, pour boucler peut-être sur Bybit, c'est toujours le mélange de, c'est toujours un mélange comment dire, de failles organisationnelles, techniques et humaines. C'est jamais l'un ou l'autre. Bybit, Ouais. c'est la première faille organisationnelle qui est exploitée via la technique. C'est un développeur qui se fait compromettre son environnement. Pourquoi c'est organisationnel? Parce que s'il y avait derrière tous les contrôles sur son environnement, ils n'auraient pas pu déployer un code malicieux qui allait contaminer en fait potentiellement des milliers et des milliers d'utilisateurs, dont Bybit expressément ciblé. Puis après, tu as aussi de la faille chez Bybit. Tu as une faille organisationnelle chez SafeWallet, mais tu as aussi une faille chez Bybit qui est une faille humaine où les contrôles avancés qui auraient dû être faits n'ont pas été faits. De toute façon, la sécurité, c'est toujours un mélange de technologie et d'organisation pour vraiment limiter les risques. Oui, de toute façon, dans la plupart des cas, c'est une faille humaine qui est exploitée, et puis c'est un mélange d'organisation, de sécurité, de technologie. De toute façon, là où l'être humain est, il y a une faille, de toute façon. Ouais. Dans le code, il y a déjà une faille, mais dans l'humain, il y a une faille. Tu vois, tu peux faire des erreurs, tu peux être trompé. Voilà. Ça marche. Et du coup, parce que il y a le multisig, moi j'entends toujours que c'est vraiment le l'arme de sécurisation, enfin ultime ou en tout cas indispensable dans une organisation. Et bah on voit que, enfin c'est pas suffisant quand même. Non, parce que c'est un mot que tout le monde a à la bouche facilement. Déjà, il y a plusieurs solutions de multisignature, il n'y en a pas une. Il y en a qui se prêtent bien à des particuliers, il y en a qui se prêtent mieux à des entreprises. Il y a plusieurs technologies de multisignature. Tu as de la multisignature protocolaire, tu vois, directement sur Bitcoin. Tu as de la multisignature, pardon, à base de smart contract, tu vois, avec Safe et d'autres, où là, tu vas pouvoir faire du multisignature sur Ethereum et sur les EVM en général. Et ensuite, tu as des solutions un peu plus monolithiques qui vont utiliser ce qu'on appelle du MPC, Multi-Party Computation, ou d'autres approches, tu vois, de gouvernance, qui sont des solutions un peu plus, on va dire, institutionnelles. Donc le multisig, ça reste une solution qui est quand même très adaptée pour augmenter le niveau de sécurité de tes fonds, parce que euh, tu, tu, tu mets en place, en fait, enfin, tu réduis le risque de perte ou de vol parce que tu as plusieurs signatures à regrouper pour pouvoir transférer les fonds. Mais après, tout dépend de dans quel contexte tu l'utilises, comment tu l'utilises, est-ce que tu as le niveau technique pour l'utiliser, etc., etc. Donc c'est vraiment, et tu vois, on peut se demander pourquoi Bybit utilise par exemple SafeWallet et pas, Mm. euh, et pas des solutions, on va dire, enterprise grade ou institutionnelles qui existent sur le marché. J'ai pas la réponse, mais donc oui, le multisig c'est une super solution, mais c'est beaucoup plus complexe à gérer. Ça présente ses propres risques. Il faut être familier déjà des solutions usuelles et ensuite potentiellement monter en compétence là-dessus. Donc est-ce que du coup est-ce que c'est une solution où on se dit en tant que particulier pour revenir à cette typologie de d'acteurs, on peut se dire, on commence déjà par des choses simples comme avoir un hardware wallet, bien sécuriser sa seed phrase ou la mettre dans un coffre-fort, etc., avant d'arriver à l'étape de la multisignature. Ouais, bien sûr. Je donne juste deux exemples, hein. Si tu veux passer en multisignature et que tu as et du Bitcoin et de l'Ethereum, aujourd'hui tu as besoin de deux solutions. Une solution pour Bitcoin, une solution pour Ethereum. Tu pourrais avoir une solution qui fait les deux, mais ça veut dire qu'il faudrait que tu bouges tes bitcoins vers du wrapped bitcoin qui tourne sur. Tu vois? Ouais. Donc bah, tu connais, donc tu vois, sur Bitcoin, tu as Electrum, Mm. Sparrow, Spectre, Liana. Bon, Ouais. c'est des solutions de self-custody en multisig qui vont gérer que du Bitcoin. Sur Ethereum, tu as le leader aujourd'hui, on va dire pour les particuliers, c'est Safe Wallet, et là tu peux pas gérer de Bitcoin, c'est Ethereum et plein d'autres, et les EVM. Donc tu te retrouves avec un outil, tu passes d'un outil à deux. Ensuite, qui dit multisignature dit plusieurs clés privées. Donc si tu es en deux parmi trois, bah, tu as
tu te retrouves avec 3 clés privées à sécuriser. Donc tu es déjà c'est déjà compliqué de bien sécuriser une clé privée et son backup de 12 ou 24 mots. Donc là, maintenant, tu dois sécuriser les 3. Alors, bon, tu les répartis, etc. Mais donc, tu vois que ça se fait pas. Et puis après, à l'usage, honnêtement, il faut avoir passé un cap parce que si tu utilises des solutions multisignature Bitcoin, comment ça se passe, hein, c'est si je suis en gouvernance avec mon associé, tu vois, ou quelqu'un de ma famille, bah, je vais prendre une transaction, je vais initier une transaction sur les outils Bitcoin, je vais la signer, il manque toujours 2 signatures. Donc je dois extraire la transaction dans un fichier, l'envoyer par email à une autre personne, je caricature, mais c'est ça, hein, ou par message, chiffré, pas chiffré, qui elle a une clé, qui va charger cette transaction pré-signée par une clé dans sa solution, devoir signer aussi. Enfin, tu vois, on n'est pas dans l'usage Ouais, hyper facilité, donc tu vois, c'est plus lourd à gérer, il y a plus de charges opérationnelles, il y a plus de charges mentales, et question de sécurité, il faut que tu sécurises 3 clés et plus une. Et sur Safe, moi, je dis toujours avant d'aller sur ces dispositifs, et faites des transactions, comprenez comment ça marche, testez aussi. Quand tu lis une transaction, j'en discutais avec un des cofondateurs de Ledger il y a quelques jours parce que je me suis retrouvé à moi-même avoir un update de software sur Safe. Bah, c'est hyper flippant. Parce qu'il y a des choses en rouge, et même moi qui y suis calé, je me dis waouh, enfin si c'est quelqu'un qui tombe sur ce type d'update, qui t'envoie sur une page GitHub pour te dire qu'est-ce qui a changé, qui ressemble à un jargon très technique, t'as pas envie de faire l'upgrade, tu vois, t'as pas envie de faire ouais. la mise à jour de ton software parce que tu te dis, ou alors tu le fais aveuglement, mais c'est comme ça aussi que tu peux te faire piéger. Donc c'est vrai, c'est un long laïus pour dire que le multisig, bah oui, c'est super, mais ça présente des contraintes qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser, qu'il faut anticiper. C'est vrai, c'est pour ça, en fait, je me dis, pour un particulier, en tout cas, avant d'arriver à cette étape, faut commencer par des choses beaucoup plus simples. Et par contre, pour une entreprise, je me dis, il y a non seulement la sécurité, mais le côté aussi organisationnel de se dire, bah, si on a 3 personnes qui doivent signer, ça veut dire que les 3 personnes vont donner leur accord en fait pour la transaction d'une certaine Oui, façon. oui. À la base, hein, la multisignature, c'est beaucoup utilisé pour de la gouvernance. Parce que là, Ouais, avoir une gouvernance, c'est une mesure de sécurité. C'est-à-dire que tu peux te faire attaquer tes clés privées, il faut protéger ces clés privées, et donc là, ça, c'est de la sécurité des clés privées. Mais la sécurité des fonds, elle passe aussi par l'être humain, et si quelqu'un a le contrôle sur tous les fonds dans une association, dans une entreprise, il peut se barrer avec la caisse. Ou il peut être menacé de faire un transfert, et donc du coup, la caisse est partie, et c'est le même. Donc, oui, 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 pour la gouvernance, c'est un très bon outil. bah justement en parlant de personnes qui qui peuvent euh, on va dire faire des transactions sous la contrainte, on observe beaucoup une hausse on a observé beaucoup une hausse des kidnappings crypto. Je crois il y a eu 2 semaines, enfin en tout cas il y a très peu de temps, il y en a eu une autre encore en région parisienne et des gens qui se sont introduits aussi chez quelqu'un. Comment on peut se prémunir de ce type de risque, sachant que quand même, bah, il y a beaucoup d'informations déjà avec les KYC et puis ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les leaks de données, bah, on a nos informations partout. Comment on fait en tant qu'individu pour se protéger de ça, parce que ça fait partie aussi des risques hein, quand on a des Ouais, et puis l'actualité nous montre que c'est un risque qui est quand même, enfin, proche, quoi. Il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de recette miracle. Le premier point très important, c'est la discrétion, la sobriété numérique et aussi dans son entourage. Doit savoir nécessairement que vous avez de la crypto et encore moins combien. Euh, Surtout parce que c'est un actif autour duquel il y a quand même beaucoup de fantasmes. C'est pas pareil de dire ah, j'ai 1 million de dollars sur mon compte en banque et j'ai 1 million de dollars en crypto. Tout de suite, on se dit, enfin, et puis il y avait des fausses idées qui sont véhiculées sur le fait que, on pourra en parler, mais c'est facile à voler, c'est facile à transférer, ça c'est sûr. Mais par contre, c'est à blanchir, il faut être une organisation bien, bien, bien rodée. Mais je dirais donc la discrétion, pas afficher publiquement
ses portefeuilles, son train de vie relatif à la crypto, la capture d'écran de son portefeuille. Son wallet. Ouais, tu vois, il faut le dire parce qu'il y en a qui le font et qui continuent de le faire. Euh, Parce qu'en face de vous, la menace, c'est pas forcément des organisations criminelles très organisées, c'est aussi le voleur du coin, je caricature. Après, quand on est une personne exposée, par sa profession et parce qu'on est sur les réseaux, qu'on s'exprime ou pas, c'est plus difficile parce que vous êtes publiquement exposé. Donc du coup, là, c'est de faire en sorte que vos adresses personnelles, par exemple, soient pas dans vos documents de société. Donc maintenant, ça a pas mal bougé. Il y a il y a un process avec le greffe de pouvoir supprimer en fait ces informations de vos documents de société. Et ensuite, ça sort de papers, société.com. Donc, faire en sorte que votre adresse physique ne soit pas publique en fait en ligne, si je puis dire, et ça vous protège à vous, ça protège aussi votre famille. Tout à fait. Parce que tu vois, le kidnapping, il y a des gens qui sont attaqués directement, mais une Ouais, fois leurs enfants. sur trois, c'est un proche, des enfants, la femme, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Et puis après, à moindre échelle, parce que tout le monde n'est pas exposé publiquement et tout le monde n'a pas ses données un petit peu éparpillées partout. C'est commencer à avoir comment dire, des portefeuilles un peu segmentés. C'est-à-dire pas avoir tout sur le même portefeuille. Je vais pas dire utiliser le multisig parce que beaucoup disent qu'il faut mettre en place des mécanismes retardataires où tu peux pas accéder à tes fonds. Ça peut être à double tranchant. Je te donne un exemple, un peu cash, hein, mais si c'est ton enfant qui est pris en otage, tu veux pas que ça te prenne 72 heures pour récupérer tes fonds. Oui, c'est Parce que sûr. tu sais que chaque heure ou chaque 2 heures, tu vas Mm, avoir une photo de ton enfant torturé ou un mm. doigt coupé. Coupé, Donc en ouais. fait, il faut quand même avoir des fonds qui soient accessibles pour satisfaire quelque part des attentes et gagner du temps. Enfin, il n'y a pas vraiment de recette miracle en fait par rapport au Ouais, kidnapping. Faut être discret, essayer de pas trop avoir de crypto accessible très rapidement, mais peut-être quand même encore un peu. En fait, après, tu franchis vite une barrière entre la sécurité technique et la sécurité physique. Si tu es exposé, physique. si tu t'inquiètes, bah là, il faut faire un audit d'empreinte numérique, savoir enfin, dans quelle mesure tu es exposé, dans quelle mesure c'est facile de remonter à toi ou à ta famille ou à tes avoirs, les trois. Et ensuite, tu passes en mode physique, tu vérifies que chez toi c'est bien sécurisé. Tu peux prendre des spécialistes qui vont voir si tu es suivi, qui vont venir chez toi dans ton bureau pour voir s'il y a un micro. Ça va très loin. Et puis tu peux aller ensuite te déplacer avec un garde du corps pour les solutions les plus extrêmes. Mais Ouais, on va plus dire, extrêmement. Mm, pour le kidam, mm. c'est être discret, mettre ses cryptos dans exactement le même wallet, et ça devrait aller. Ça marche. Mais en tout cas, effectivement, on peut pas vraiment totalement s'en prémunir parce que j'ai l'impression que les kidnappeurs, à chaque fois, ils essaient d'aller plus loin on va dire dans les recherches sur les personnes. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que même quand tu fais attention à ton hygiène numérique, bah, il me semble que dans l'histoire de la fille du président de Paymium, c'était un leak au niveau d'une commande qu'elle avait fait quelque part. Donc on nous demande tellement de nous donner à plusieurs endroits que c'est très compliqué, hein. Et après, pour ça, je dirais, c'est pas facile, mais tu peux vite rentrer dans un mode parano, mais pas au sens péjoratif du terme, et puis commencer à réfléchir où est-ce que tu te fais livrer certaines choses, qu'est-ce que tu donnes comme adresse. Si tu te fais livrer des colis, maintenant, bah, t'es pas obligé de mettre ton adresse physique, Ouais, tu fais une fausse adresse physique qui va t'envoyer sur un relais pas trop loin, tu vois, enfin, ouais, il y a pas le kit parfait de comment être le plus anonyme possible. Et après, il y a d'autres risques qui viennent des solutions. Bah, à l'époque de Ledger, ton email était dedans et parfois ton adresse parce que tu avais acheté un produit que tu t'étais fait livrer. C'est difficile de faire quelque chose contre ça. Tu vois Coinbase qui a 1% de sa base qui a leak parce qu'il y avait des employés internes corrompus. ouais.
Ça a créé des campagnes de phishing extrêmement ciblées. Ouais, Là, ouais, maintenant, il y a la sophistiqué. réglementation, tu vois, d'AC8, etc., où toutes les plateformes régulées en Europe vont envoyer tes données à l'administration. Alors, Mm. ça ne veut pas dire que des gens de l'administration vont te voler, mais comment, enfin, c'est beaucoup de données, quoi. Ah Et y oui. compris tes transactions, y compris ton portefeuille. Mm. Différence, tu vois, entre dire j'ai un compte ouvert chez Coinbase et j'ai 1 million dessus, c'est pas Tout du à tout fait. la même chose. Donc ça crée beaucoup d'anxiété Mm. chez les détenteurs de crypto. Alors certains parce qu'ils veulent éviter de payer des impôts, mais, mais beaucoup se disent mais toutes mes données en fait elles vont être disponibles quelque part et il suffit qu'il y ait un leak, on sait comment je m'appelle, où j'habite, Ouais. quel est le numéro de téléphone, combien j'ai, ça peut être inquiétant. Mais tu sais, moi, j'ai entendu une fois en tout cas, un youtubeur dire que lui, il avait tout basculé en ETF, justement pour cette raison, parce que ça devenait trop stressant en fait d'avoir les cryptos bah, sa possession. Donc, il est passé en ETF en se disant, bah comme ça, je m'enlève ce poids sur les épaules. Après, tu sais, c'est pas. Moi, j'ai des clients qui me posent la question, puis j'ai des gens dans mon entourage, puis on en discute avec des personnes de l'écosystème. Euh, Moi, c'est pas mon cas, mais 90% je dis, ça peut être 80%, ça peut être 95, hein, mais des gens qui sont sur la crypto, ils y sont pas nécessairement pour l'éthos de la décentralisation et du contrôle direct sur un actif. Ils y sont parce que ça représente bah, des gains ou de la rente, parce que tu sais, avec les stablecoins, tu peux les Ouais, staker, etc. Et donc, pour eux, c'est un instrument financier comme un autre qui, jusqu'à maintenant, était accessible soit via une plateforme qui pouvait être piratée, ou te bloquer, ou faire faillite, etc. Soit en conservation auto-hébergée, où là, bah, tu peux perdre tes 24 mots, ou tu peux te faire ficher parce que tu n'as pas trop compris ce que c'était, ou te les faire voler directement sur ton PC parce qu'il y a un malware, etc. etc. Et donc, du coup, c'est l'éventail des solutions avec lesquelles tu étais en sécurité, ben, il n'était pas énorme. Si tu t'en fous de ça et que tu es long sur Bitcoin, bon, moi je recommande pas de le faire parce que j'ai aussi quelque chose vis-à-vis de l'ethos et tout ça, mais mhm, euh, oui, ce sera pas ton Bitcoin à toi, mais tu seras sur un produit financier traditionnel, régulé, que tu as pu acheter via un compte titre dans ta banque. Tu peux dire que BlackRock qui gère l'ETF, c'est un établissement financier. On peut quand même se dire que les banques en question sécurité, pour le coup, ça fait longtemps qu'elles sont à la page, tu vois. Pourquoi pas, si ça te permet de dormir ouais, tranquillement. En fait, il n'y a pas de. Quand tu es inquiet, il faut prendre la solution avec laquelle que tu maîtrises et avec laquelle tu es le plus à l'aise possible. Et si malgré tout, et malgré cette inquiétude, tu vas continuer de rester soit en self-custody, soit sur des plateformes parce que tu peux faire quand même beaucoup plus de choses et tout le monde n'a pas que du Bitcoin ou de l'Ethereum. ouais. Il faut prendre un peu les devants et puis prendre du recul et puis mettre en place des stratégies de sécurité qui font que tu vas dormir plus tranquille. Tranquille, bah oui, parce que c'est ça l'essentiel. L'objectif, c'est pas non plus de se de se rendre malade. Non, et on sait que le sommeil c'est quand même hyper important. C'est clair. C'est la base de la santé. Tout à fait. Alors moi j'ai entendu, je voulais qu'on voit un peu les bonnes pratiques de sécurité parce qu'on arrive un peu sur la fin de l'interview. J'ai entendu parler des burner wallets. Est-ce que pour toi typiquement c'est quelque chose que mettons, je vais revenir encore à ma on va dire à ma cible qui sont souvent les entreprises. C'est bah je suis une entreprise, bon je commence à accumuler des stablecoins. J'ai entendu parler de la DeFi, je vais en faire aussi. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est important de mettre un burner wallet en place? Oui. Si tu fais de la DeFi, ça veut dire que tu vas prendre des Ethereum ou de l'USDC ou de l'USDT, ton wallet, et en gros, en face de toi, tu vas avoir une plateforme, une pool de liquidité ou peu importe, mais tu vas autoriser cette plateforme à collecter en fait ces fonds, ou les utiliser, ou alors tu vas les envoyer directement. Le risque de contrepartie avec une plateforme, il est jamais nul.
Je vais le prendre différemment parce que c'est encore un autre cas. Le burner wallet, c'est un portefeuille jetable. Déjà, le premier usage du burner wallet, c'est quand tu vas tester des protocoles ou si tu chasses des airdrops ou si tu fais de la DeFi, c'est de ne pas brancher ton wallet principal sur ces protocoles-là, c'est de le faire avec un portefeuille jetable ou prépayé. Donc en gros, si tu utilises MetaMask ou Rabi, tu as un wallet Ethereum principal, tu peux créer un deuxième wallet avec le même portefeuille Rabi ou MetaMask, envoyer quelques fonds dessus et jouer avec ce deuxième wallet pour aller tester ces protocoles en fonction du yield, en fonction de leur nouveauté, en fonction de... Ce qui fait que si tu, à ce moment-là, signes une transaction avec un protocole ou une application décentralisée qui est piégée, ça va vider ton portefeuille prépayé ou ton portefeuille jetable et pas l'intégralité de ton portefeuille. Donc oui, c'est une bonne stratégie. Après, le burner wallet, c'est pas que pour tester des nouvelles choses. On peut aussi l'utiliser comme une approche de segmentation de tes fonds. Donc plutôt que d'avoir 100% de tes fonds sur une adresse, imagine que tu as, je sais pas moi, 100 000 USDT, enfin 100 000 USD, et que tu travailles avec un protocole, ben déjà tu peux dire, ok, là cette fois-ci le risque de contrepartie il est pas nul. Plutôt que d'aller sur un protocole, je peux segmenter, utiliser deux protocoles. Si un protocole se fait attaquer, bon ben j'ai perdu 50 000 USDT, il me reste 50 000 USDT. Je caricature, c'est un peu ça. Et si je fais encore une erreur, c'est un portefeuille de 50 000 USDT qui se fait attaquer et pas l'autre. La réponse courte, c'est une bonne pratique parce que ça te permet de segmenter tes usages et en gros de mettre à risque tes fonds que par segment et pas l'intégralité de ton portefeuille. Ça marche. Et on entend parler en ce moment de nouvelles types d'attaques, les NPM, avec des paquets frauduleux qui sont introduits dans du code. Ben, enfin, on va dire les joies de l'open source, hein, c'est bien, mais bon, voilà, souvent on se récupère aussi des paquets un peu frauduleux avec des malwares en fait aussi dans tous les sens. Est-ce que justement aussi les burner wallets sont pas une solution en fait pour se prémunir de ce type de d'attaque et est-ce que tu peux nous en dire plus dessus? Ouais, alors non, le burner wallet, c'est pas, ça te protégera pas parce que sur un portefeuille comme Rabi, tu vois, par exemple, tu me l'as cité, tu peux avoir deux ou trois wallets, mais derrière il y a une clé privée pour ces Ouais. deux ou trois wallets. Et ce que va cibler un malware, c'est cette clé privée, un malware installé sur ton PC ou un code injecté dans un site que tu utilises. Mais pour revenir au sujet des attaques NPM ou des, ou des malwares, déjà il y a deux types d'attaques qui sont à la mode et qui sont particulièrement dévastatrices. C'est soit la première, ce qu'on peut appeler une attaque de type supply chain, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller attaquer un élément qui, lui, va contaminer des milliers et des milliers d'autres éléments. Et donc, quand on parle d'attaque NPM, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as une entreprise malveillante, malfaisante, enfin des hackers, Malfaisante. malfaisants, des hackers qui vont attaquer une librairie JavaScript, c'est du code en fait, qui aujourd'hui est utilisé par des millions de sites internet. Et cette librairie, elle est stockée dans un répertoire qu'on appelle NPM, qui est géré par GitHub, quoi. C'est comme un répertoire de librairies open source sur lesquelles des tas de sites internet vont aller pour dire ah tiens je prends cette brique parce qu'elle me sert dans mon expérience client, etc., etc. Et donc si tu arrives à attaquer ce répertoire NPM avec du code, une librairie infectée, tu contamines automatiquement, potentiellement, des millions de sites et Mhm. leurs utilisateurs. La deuxième attaque, toujours, c'est le phishing. C'est comment un attaquant va réussir à te faire télécharger un malware sur ton environnement pour te voler en fait des secrets, des clés privées, des fonds, etc. Et ça, en général, ça passe par des faux recruteurs ou des faux investisseurs pour ceux qui créent des petites startups ou des choses comme ça, ou alors des liens vers des trucs alléchants. En général, ils vont te demander soit d'utiliser un logiciel de visio. Donc, si on te dit installe un logiciel de visio, Ouais, tu ouais. dis pourquoi.
Ou alors qu'ils vont te dire, parce que tu es développeur, bah, clone tel projet GitHub D'accord. parce qu'on va faire un exercice et le projet, lui, bah, il est piégé. Donc, dans ces deux cas, ces malwares, ils vont chercher des clés privées sur ton environnement, même chiffrées. Ils vont pouvoir choper tes mots de passe. Et donc, du coup, tu vois, tu parlais de MetaMask tout à l'heure, de Rabi. C'est pour ça que je dis que maintenant, il faut utiliser des hardware wallets. C'est qu'à partir du moment où tu as un malware là-dessus, sur ton PC, pardon, il peut prendre la clé privée qui est utilisée par Rabi, qui est stockée en local, et il peut la déchiffrer avec le mot de passe que tu utilises pour te connecter à Rabi. Ah ouais. Oui. Donc, et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que ces attaques-là et cette industrie-là, c'est devenu un business extrêmement rentable, mais surtout un business extrêmement accessible pour n'importe qui. Tu vois, on parle de malware as a service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux aller sur le dark web, acheter un kit de hacking, de hack, tu vas le louer peut-être 3000 $ par mois, mais tu as un tableau de bord, tu as un service client qui t'explique comment le faire tourner. Ils prennent leur pourcentage sur toi, ce que tu fais en plus en termes de vol. Et c'est dramatique parce que c'est devenu une commodity. Quelqu'un qui est hyper motivé et qui met en place ce qu'il faut peut aller ficher des tas de personnes. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Euh, donc voilà comment ça fonctionne. Donc si tu as un recruteur qui t'appelle et qui te demande de télécharger un logiciel de visio, tu pars en courant. S'il te donne un lien, par exemple Zoom, why not? Mais tu regardes l'URL et tu vérifies que c'est bien le lien de Zoom et que c'est pas Zoom avec deux zéros au lieu de deux O. Enfin, il faut vraiment, Ouais. tu vois, aller loin. Voilà. S'il te presse en disant, mais oui, faites comme ceci, cela, parce qu'on a un souci, machin et tout, tu te dis non, c'est pas bon, c'est pas les conditions d'entretien. Si tu vois un prompt, une pop-up qui te demande et que la personne au téléphone te dit est-ce que vous pouvez rentrer ces lignes de code, bah alors encore moins. Mais il faut être méfiant en permanence. Enfin, pour se protéger soit de ces attaques-là, NPM, ou soit de l'attaque malware, déjà il faut être conscient que ça existe. Ouais. C'est toujours la même chose. Après, il faut jamais stocker tes clés privées sur un environnement connecté. Pas de cloud, pas d'email, pas de gestionnaire de mots de passe, pas de drive chiffré, etc. Parce que si tu as un malware comme ça, il y aura accès. Et je le Ouais. redis, je ne veux pas faire flipper tout le monde, mais aujourd'hui c'est tellement devenu facile de mettre un malware sur un ordinateur que si vous utilisez MetaMask ou Rabi, s'il vous plaît, pour des montants importants, utilisez un hardware wallet. Vraiment. Après, je veux pas aller trop loin, mais ça peut prendre aussi vos accès aux gestionnaires de mots de passe, etc. C'est pareil, tu vois. Donc toujours avoir bon un tout est fait, mais ça suffira pas nécessairement. Parfois, il faut même aller encore un peu plus loin. Je veux pas faire flipper, excuse-moi, mais Non, non, c'est vas-y, vas-y, vas-y. utiliser des clés externes, tu vois. Je sais pas si tu es familière Ouais. des YubiKey. La YubiKey, ouais. Ouais. Bon, ça, c'est un facteur de vérification secondaire qui est pas logiciel, qui est matériel. Donc, avant que l'attaquant il ait ce truc-là, bonjour. Mais contre tous ces malwares, connaissance déjà que ça existe et comment ça se propage et comment les détecter, jamais stocker vos clés privées sur un environnement connecté de quelque forme que ce soit. Utilisez un hardware wallet le plus possible, en tout cas pour des fonds importants, parce que les clés privées, elles restent hors ligne et parce que vous avez un écran qui vous permet de vérifier ce que vous signez. Parce que ces malwares, ils peuvent injecter du code dans ton interface et donc du coup, bah, tu signes quelque chose qui n'est pas Bah vrai. oui. Comme chez Bybit. Et on me demande souvent les antivirus. Bah, les antivirus, c'est comme des vaccins. Ça soigne les maladies connues. Connu, ouais. Donc c'est bien en préventif pour les maladies et donc les malwares connus, mais ils ont toujours un train de retard sur les nouveaux. Ça, c'est un faux sentiment de sécurité. Ouais, j'allais te poser la question, est-ce que du coup, pour se prémunir, il fallait avoir toujours un antivirus sur son PC? Si c'est sur Mac, par exemple, les systèmes de protection par défaut, ils fonctionnent bien. Et l'antivirus, c'est toujours bien pour des virus qui existent, mais ça ne détectera pas. C'est des nouveaux malwares qui justement, c'est le jeu du chat à la souris, hein. C'est, bah, ben, ok, ils ont détecté, je passe à autre chose, et autre chose, et autre chose, et autre chose. Donc non, vraiment, enfin, c'est pas malheureusement, mais si vous êtes en conservation
crypto en self-custody. Je vois pas aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, d'autres solutions que à utiliser aussi un hardware wallet pour être sûr que vos clés sont offline. Sinon, il faut passer sur des solutions où vous laissez un petit peu de contrôle aussi à un tiers. Enfin, ça devient un peu... Bon, c'est un autre sujet. Ouais, on est dans une autre forme de détention. En tout cas, merci beaucoup Rémi. Est-ce que t'as donné pas mal de conseils en fait tout au long de l'interview. Moi, je suis très très ravie. Donc, en tout cas, j'espère que les gens vont bien écouter. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur la seed phrase, c'est-à-dire la sécurisation de la seed phrase, comment la stocker? Est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet-là avant de terminer? Alors, comment protéger sa seed phrase? On le rappelle, on l'a déjà dit juste avant, mais jamais stocker sur un environnement connecté. Pas sur vos emails, pas dans un gestionnaire de mots de passe, pas dans votre cloud, pas en photo, nulle part. Il faut que ce soit un stockage physique en dehors d'un environnement connecté. Après, stockage physique, quand vous avez un hardware wallet par exemple, ça vient avec un morceau de papier, vous écrivez votre backup, c'est mieux de passer en mode métallique parce que, parce que du coup vous allez être sûr que l'encre va pas s'effacer, que votre chien, s'il trouve la boîte, va pas la Ouais. mordre et éparpiller votre site phrase en plein de morceaux, que si vous l'utilisez ou renversez votre café dessus, bah, donc et puis après on peut aller plus loin, incendie chez vous, voilà. Même si c'est pas la solution ultime, c'est passer au métal. Et ensuite, je dirais qu'il faut avoir une stratégie de sécurisation dans un lieu sûr et de redondance. Lieu sûr, c'est toi qui décides quelque part. Est-ce que tu veux que ce soit dans une cachette, mais vraiment une bonne cachette chez toi, ou dans un coffre personnel, mais bien verrouillé, et puis pas, et puis bien vissé surtout, et puis pas forcément accessible à la vue. Mais ça peut être dans un endroit caché ailleurs, ça peut être dans un coffre bancaire, ça peut être donc là c'est libre à toi d'identifier quel est le lieu le plus sûr où tu pourrais stocker en fait cette seed phrase et la redondance parce que ce lieu le plus sûr il peut ne pas être accessible à un moment T et tu veux pouvoir avoir potentiellement un backup euh, pour, euh, pour, euh, pour y avoir en fait accès de nouveau. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Et puis tester votre backup, parce qu'il y a beaucoup de sites phrases qui sont sur des plaques métalliques mais qui n'ont pas été testés. Ça veut dire qu'il faut se mettre en condition et vérifier que cette phrase que vous avez inscrite sur un backup métallique fonctionne dans un hardware wallet, parce que entre le moment où vous l'avez écrite et le moment où vous l'avez recopiée dans un support métallique, vous avez peut-être pu faire une erreur. Toujours cet exemple, je l'ai pris dans d'autres podcasts comme ça, d'une personne qui a mis 2 ans avant de retrouver un mot. Elle avait écrit, enfin, elle lisait dose. Il y a un mot qui est dose, qui fait partie du dictionnaire BIP39. Et en fait, elle remettait sa recovery phrase dans un hardware wallet et chaque fois, ça lui disait site phrase incorrecte. Pourtant, le processus de saisie sur ce morceau de papier, il est backé par le hardware qui te dit ressaisissez chacun des mots pour vérifier que vous les avez bien écrits. En fait, le D, c'était un C et un L, mais qu'il avait trop collé. Ah, Donc lui, il écrivait dose. En fait, donc le mot, c'était close. c'est con. Ouais. Mais quand tu as un backup, il faut tester que le backup il marche. Parce que le jour où tu veux utiliser ce backup, potentiellement déjà tu es stressé, donc tu vas faire Ouais. des erreurs. Puis s'il marche pas, tu vas devenir fou, quoi. Donc c'est bien de le tester avant. Et après, bah, tu peux rentrer dans des stratégies peut-être plus élaborées, mais plus complexes, avec des multisignatures, enfin des choses comme ça, quoi. C'est complet. Moi, j'écoutais un notaire qui parlait justement de comment faire pour léguer et tout ça, qui parlait aussi de séparer en fait sa seed phrase en plusieurs bouts, justement pour les éparpiller, bien évidemment en les redondant, hein, mais de ne pas mettre la seed phrase entière en fait à un seul endroit. Qu'est-ce que tu penses de cette mesure? Moi, je suis pas fan, c'est-à-dire je recommande pas directement la fragmentation d'une phrase, parce que puis tout dépend de comment tu la fragmentes. Si c'est 3 morceaux, bah, tu as perdu un morceau, c'est fini. Ouais. Donc alors, tu l'as dit, il faut de la redondance. Après, il faut voir comment elle est organisée la redondance.
puis il faut voir comment elle est aussi organisée par le notaire et puis dans quel environnement, tu vois. Donc moi, je suis pas fan de la fragmentation. À la limite, pourquoi pas de la fragmentation, mais en trois morceaux, mais qui deviennent, mais qui se transforment en deux parmi trois. C'est-à-dire que tes 24 mots, tu as une façon de les segmenter, où tu n'as plus besoin que de deux fragments parmi les trois pour reconstituer tes 24 mots. Le Ce qui reste. fait que du coup, s'il y a un fragment qui est perdu, il te reste toujours deux fragments dans la nature pour réaccéder en fait à l'entièreté de ta site phrase. Mais moi, je suis pas fan, je suis pas fan de la fragmentation. Et après, je pense qu'aussi mais c'est en train d'évoluer, tu vois. Je discute avec certains notaires. C'est aussi comment ils sont stockés, parce que, enfin, ça dépend. Enfin, les notaires, ils peuvent pas stocker une clé privée, mais Ouais. si c'est toi qui split ces fragments. Donc il faut, un, de la redondance, et deux, essaye plutôt d'aller sur un 2 parmi 3 que sur un 3 parmi 3. Ouais. Euh, mais si tu veux, c'est une charge opérationnelle, une charge mentale que ça paraît être une bonne idée, mais dans les faits, il faut vraiment avoir étudié la question pour se dire, allez, je le fais. Faut pas le prendre pour acquis et dire, ok, ça marche. Faut pas le faire par défaut, quoi. Pas le faire par défaut. Enfin, déjà sécurise bien une clé privée. Mm. Enfin, si tu veux, en plus, il y a plein de stratégies en fonction de. Je pense que tu vois, as 10 ou 15 façons même de segmenter si tu veux vraiment aller jusque-là, ta site phrase. Mais ça dépend à quoi tu as accès comme lieu autour de toi. Ça dépend de est-ce que tu veux faire confiance à une banque ou pas pour un bout. Ça dépend de est-ce que tu veux mettre un notaire dans la boucle et ou un avocat. Ça dépend de est-ce que tu veux rester complètement décentralisé. Dans ce cas-là, il faut que tu aies trois lieux. Ces trois lieux doivent être sécurisés. Puis tu dois laisser des instructions pour y accéder. Parce que, ben, encore une fois, si tu prends un bus, Ouais. Là, et bon, ces instructions que tu laisses, bah, il faut qu'elles soient sécurisées elles-mêmes. Parce que si quelqu'un tombe sur ces instructions qui dit ah tiens, j'ai un coffre planté sous un arbre ici, cet appartement-là et ici dans ma résidence principale, enfin tu vois, je vais loin, mais j'ai pas une réponse à apporter à cette question, mais la segmentation la fragmentation des sites phrases, à prendre avec des pinces. ça marche. Et on va conclure sur, là, je vais te demander de sortir une boule de cristal et de nous dire, selon toi, bah, dans les 2, 3 prochaines années, est-ce qu'il y a des grandes menaces de sécurité qui, selon toi, pourraient arriver? On entend parler beaucoup du quantique. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui, pour toi, pourraient arriver comme menaces sur les cryptos dans les années qui viennent, d'un point de vue sécurité? Alors le quantique, j'y crois pas trop. Mais je suis pas expert du quantique, mais à mon avis, tout le monde est en train déjà de bosser sur la menace quantique, mais pas pour protéger les cryptos des particuliers, mais pour protéger les communications chiffrées, les connexions bancaires, les centrales nucléaires, le trafic aérien. Enfin, donc, à mon avis, si on arrive à craquer la cryptographie actuelle, faut qu'on s'inquiète pour beaucoup plus que notre propre. Ouais, c'est vrai. Et puis t'as la crypto post-quantique qui se met en place, donc je suis pas vraiment inquiet là-dessus. Ce que je vois qui risque de se multiplier fort là dans les années qui viennent, et notamment avec nos données éparpillées de partout, plus l'intelligence artificielle, c'est le phishing, l'ingénierie sociale, pour en gros te dérober tes fonds, pas que tes clés privées, mais pour se faire passer pour ton conseiller bancaire, pour t'appeler avec un numéro que tu reconnais, pour se faire. Je pense que le plus gros risque pour la crypto, d'un particulier ou même d'une entreprise, mais surtout d'un particulier, dans les années à venir, c'est ça. Moi, je vois une explosion des attaques sociales, euh, rendues possibles et industrialisables par des données disponibles de partout, et Et l'IA l'intelligence aussi. artificielle au milieu pour cibler de façon extrêmement fine des victimes, pour mettre en place de deepfakes extrêmement bien faits. Ça va être dur de discerner le vrai du faux. Euh, Par le fait que tu as des kits de malware que n'importe qui peut
peut acheter et essayer de propager avec le guide du bon phishing. Je pense, enfin, honnêtement, hein, parce que des hacks, de toute façon, il y en aura toujours, plus ou moins grande échelle. Mais ça, je pense que dans tout ça, même quand les plateformes seront ultra sécurisées pour les meilleures ou les pires raisons du monde, le particulier ce sera toujours lui la cible la plus facile en fait, celle qui coûte le moins cher. Tu vois, parce que quand tu as une attaque, il y a la probabilité d'attaque, mais il y a le coût d'exécution aussi. Ouais, le coût d'exécution d'un deepfake et d'une campagne de phishing, et puis de faire tourner le virus sur ton ordinateur, aujourd'hui il est extrêmement faible, comparé même à venir te kidnapper ou alors essayer d'attaquer ta plateforme. À mon avis, c'est là que je vois pas de risque plus important dans les 2 3 ans. Tu m'avais parlé de quoi? Tu as un quantique, ça, et puis autre chose, je sais plus. Non, non, c'était juste quantique et les risques, on va dire à moyen terme, qu'on pourrait voir se démultiplier. Ouais, 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 c'est cela. J'en vois pas plus. Il y en a hein, certainement, mais bon, ouais. c'est de partir sur une note quand même optimiste. Oui, c'est ça. On va se laisser sur quelque chose d'optimiste. En tout cas, sinon les gens ils vont. Non, les gens qui n'ont pas touché à la crypto Et et voilà, c'est ça. C'est pas la peine. Non, 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 il faut y aller, mais de façon sûre, de façon sûre. ouais, ouais, ouais. Non, franchement, il faut s'éduquer. Faut pas céder à la panique. Il n'y a pas de raison de se faire voler ou de perdre son argent si on suit des bonnes pratiques et si on développe notre vigilance, notre méfiance, qu'on qu'on cède pas à ses émotions, qu'on cède pas à la peur de perdre une opportunité, le fameux FOMO, Ouais, c'est fear le of fameux missing FOMO, ouais. out. Et puis aussi, parfois, c'est malheureux à dire, mais il faut pas être naïf non plus, et il faut pas céder à sa propre cupidité parfois, tu vois. Donc, Ouais, parce que ouais, les arnaques, ça joue souvent sur ces registres-là, quoi. Donc, voilà. exactement. Mais ça me fait penser à quelque chose. C'est que souvent, les gens, enfin, ils croient quand même en fait à des rendements qui sont garantis et à la fois élevés. Eh oui, Donc ça dénote aussi d'un manque d'éducation financière quand on te promet de faire 200% en l'espace de quelques jours, c'est pas possible. ouais. Ouais, c'est ça. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a un leurre. Ouais, Euh, et puis, après, moi, j'ai accompagné des personnes quand elles parlaient de ça, ils sont vraiment bah, convaincants au-delà, tu vois, parce qu'il y a vraiment le truc qui est trop gros, c'est genre X dizaines de pourcents de rendement. Puis après, il y a des choses, c'est beaucoup plus vicieux, beaucoup plus fin. On t'amène sur une plateforme, tu fais quelques gains. On te dit, mais franchement, assurez-vous quand même, retirez vos gains, hein. Donc tes gains, ils repartent sur ton compte bancaire. Tu te dis, bon, c'est légitime. Et après, tu as un cercle vicieux qui se referme sur toi. Et puis tu mets 5 000, 10 000, 20 000, 30 000. Si tu puis veux les retirer, on te demande de repayer 10 000. Euh, si peut-être un message, on avait dit qu'on finissait par un truc positif, mais oui, oui, voilà, c'est ça. si quelqu'un qui t'écoute un jour tombe dans cette embuscade-là, il faut vraiment refermer le piège assez rapidement, en parler à son entourage. Et si en plus de ça, euh, il cherche de l'aide, il ou elle cherche de l'aide, en général c'est suffisamment bien organisé pour que la personne qui, par magie, vienne t'aider, te vole aussi encore des fonds. C'est ça, tout à fait. Donc faut pas avoir honte, faut en parler, et puis il y a des sociétés qui peuvent aider parfois. Donc faut pas rester seul dans son coin et essayer de résoudre le problème tout seul. Ouais, parce que ça peut s'empirer, finir dans des dépressions et tout ça, donc faut en parler. Ouais, parfois c'est les économies d'une vie ou les économies de la famille. Donc, Faut pas hésiter à en parler. En tout cas, merci beaucoup Rémi. Je pense que tu seras obligé de revenir sur ce plateau parce qu'on n'a pas fini de parler de l'actualité, de la sécurité crypto. Donc, c'était un grand plaisir pour moi de t'avoir et puis à très bientôt. bah, écoute, merci Elodie de m'avoir invité. Et puis c'était un plaisir partagé. Et donc je te dis à bientôt. À bientôt.